Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts. 2015. Cette année, le terrorisme nous a frappé très dur. Depuis plus de 50 ans, parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu... En janvier, les attaques contre Charlie Hebdo. L'économiste Bernard Maris et 2 policiers. Les assaillants tirent d'abord en rafale dans la foule. Puis en novembre, 120 morts au Bataclan et dans les rues de la capitale. En quelques minutes, il y a déjà des dizaines de morts. Comment peut-on commettre de tels massacres ? Tous les grands attentats du XXIe siècle ont été perpétrés par des kamikazes. Et un seul de ces terroristes a été arrêté avant qu'il ne se tue. C'était lors des attentats de Madrid, en 2004. Il s'agit d'un Marocain, un certain Jamal Zougam. Une association de victimes de cet attentat a mis en ligne les enregistrements vidéo du procès. Voyons celle de Jamal Zougam. Que llegaron 2 policías en el año 2001 y cuando estaba yo y mi hermano en la tienda de la frutería y me propusieron lo mismo de que si quisiera trabajar con ellos y entonces eso es lo que pasó, me dio el teléfono pero nunca le llamé. Entonces esta persona cuando fue detenido el día 13 de marzo, 2 o 3 días después, estando en la comisaría, vino a verme. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Le he dicho, sí, me acuerdo de usted. Me dijo, pues si hubieras colaborado con nosotros no te hubiera pasado esto. Entonces no le contesté porque yo tenía miedo de hablar, porque cuando hablaba me pegaban y tal, pues yo procuraba hablar lo menos posible. Entonces entendí que era una venganza, porque yo no tenía nada que ver con ni este atentado ni ningún otro atentado. Jamal Zougam bluffe-t-il ? Ou est-il vraiment un bouc émissaire choisi parce qu'il fallait bien condamner un musulman ? Dans une célèbre affaire de la fin du XIXe siècle, un bouc émissaire avait été injustement condamné à cause de sa religion. C'est l'affaire Dreyfus. À cette époque, une partie de la presse et de la population méprisait les juifs, considérés comme des escrocs sans scrupules. On fit donc porter le chapeau à un militaire juif, le capitaine Dreyfus, dans une affaire d'espionnage en faveur de l'Allemagne, simplement parce que ça passerait mieux si le coupable était juif. Dreyfus fut envoyé au bagne, mais grâce à l'engagement d'intellectuels comme Émile Zola et Jean Jaurès, il fut reconnu innocent au bout de plusieurs années. Revenons à Jamal Zougam. A-t-on affaire à un nouveau Dreyfus ou simplement à un affabulateur qui essaye de sauver sa tête après le carnage qu'il a commis ? Avant de voir d'autres audiences, revenons au commencement de cette affaire, en mars 2004. Bonsoir à tous. L'Espagne frappée au cœur par le terrorisme. Le dernier bilan des attentats de Madrid est effroyable. 190 morts, 1250 blessés, 4 trains piégés par plusieurs bombes dans les différentes gares de la ville. Attentat attribué à ETA par le gouvernement. C'est bien sûr le principal titre de ce journal. Jamais le pays n'avait été aussi durement éprouvé par le terrorisme. Un carnage qui intervient à 3 jours des élections législatives. Dans les décombres, les sauveteurs ont évidemment donné la priorité aux rares survivants, prisonniers des tôles. Alors que de part et d'autre du ballast, gisaient encore des corps inertes. J'ai vu des cadavres partout. Des gens qui brûlaient, des gens qui criaient dans les wagons. C'était horrible.
Et les heures passent et vont confirmer petit à petit que c'est l'ETA, l'organisation terroriste basque, qui a commis les attentats de ce matin à Madrid. Les autorités espagnoles, Bertrand Koch, elles n'affichent pas le moindre doute en fait sur l'origine du carnage. Non, David, ici personne n'a le moindre doute, ni les autorités, ni les Espagnols. Et l'explosif utilisé a été identifié, du titadine, de la dynamite, habituellement utilisée par ETA. Et nous reviendrons dans le courant de ce journal sur ces attentats en Espagne, car on apprend à l'instant qu'une cassette avec des versets du Coran en arabe, ainsi que 7 détonateurs ont été retrouvés dans une camionnette à Alcalá de Henares, près de Madrid. Bertrand Koch, on peut dire que le discours s'est bien sûr infléchi depuis ce matin. Oui, vous l'avez dit, c'est un véritable coup de théâtre. Ce même ministre de l'Intérieur... C'est la découverte de cette camionnette à 30 km de Madrid qui a semé les premiers doutes. À l'intérieur, une cassette audio avec les versets du Coran ainsi que 7 détonateurs. L'ombre d'Al-Qaïda... C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. Ce quotidien en langue arabe, basé à Londres, est un canal classique de revendication d'Al-Qaïda. En général, quand Al-Qaïda revendique un attentat, c'est vrai. Ces gens n'ont pas l'habitude de mentir. Ce n'est pas une question d'opportunité, comme beaucoup le suggèrent. Des mains blanches, des milliers de mains levées par opposition aux mains tachées de sang des terroristes. À Barcelone, ils étaient plus d'1 million à s'être déplacés. À Saragosse, Valence, Séville, Saint-Sébastien, partout l'Espagne avait la même voix, le même visage. Mais tout de suite le point sur l'enquête, la piste islamiste s'affirme davantage. Pas facile de faire parler les carcasses métalliques des trains attaqués. Ce sont pourtant les principaux éléments dont dispose la police espagnole, avec en plus et par chance, un étrange bagage abandonné dans cette gare d'El Pozo. Ce sac de sport, bourré de dynamite et de grenaille, prêt à exploser d'un simple coup de fil. Celui-ci n'a pas fonctionné, mais la puce téléphonique, elle, a beaucoup parlé à la police. Tout particulièrement au commissariat de ce quartier, lava-pièce, pas loin de la gare d'Atocha. Les policiers sont remontés jusqu'à cette téléboutique d'où venait la carte à puce. Les 3 Marocains arrêtés hier y travaillaient. Second élément qui recentre l'enquête sur la piste islamiste, une cassette vidéo récupérée dans une poubelle cette nuit par la police, après appel téléphonique, tout à côté de la mosquée de Madrid. À 1 h du matin, le ministre de l'Intérieur a révélé le contenu de cette revendication. L'identité de cette personne est totalement inconnue de nos services de renseignement, tout comme... Des attentats qui auront donc complètement changé la donne des élections législatives. En quelques jours, tout a basculé. Donné perdant par tous les sondages en milieu de semaine, le Parti socialiste revient au pouvoir. Monsieur Aznar et ses ministres ont très mal géré les heures et les jours qui ont suivi les attentats, en s'accrochant contre toute évidence à la thèse de la culpabilité de l'ETA et en manipulant l'opinion. Et ce sont ces mensonges. Zougan a été trahi par l'un de ses téléphones qui devait actionner le détonateur d'une bombe qui finalement n'a pas explosé. Mais alors, s'il est effectivement l'un des auteurs des attentats de jeudi dernier, pourquoi Jamal Zougan, le propriétaire de ce magasin de téléphones portables, s'est-il laissé prendre 2 jours plus tard, samedi soir, alors qu'il savait que l'une des bombes n'avait pas explosé, qu'elle avait été récupérée par la police avec ce téléphone portable qui pouvait mener jusqu'à lui. C'est l'un des mystères de cette enquête qui progresse à grands pas. Chargé du dossier, une première preuve a été trouvée venant appuyer la participation de Jamel Zougam à la préparation de ces attentats. Dorothée Cachard. Jamel Zougam s'est effondré en pleurs cette nuit lors de son audition. Jamel Zougam est l'un des principaux suspects dans les attentats de Madrid. 2 rescapés affirment l'avoir vu dans l'un des trains, peu avant l'explosion. Lui disait jusqu'ici qu'il dormait chez lui ce matin-là. Or, la perquisition menée dans son magasin de téléphone mobile jeudi dernier vient d'apporter un élément de preuve, une preuve qui met à mal sa version et celle de son frère, également interpellé. Les policiers ont découvert un morceau de plastique, pas n'importe lequel. Il proviendrait du portable bricolé qui devait déclencher la bombe, qui n'a pas explosé. Voici l'un des derniers éléments de preuve pour mieux comprendre le scénario des attentats.
Les explosifs d'abord, ils auraient été fournis par cet homme, un Espagnol, petit trafiquant, ancien mineur. Avant les attentats, un commando d'une douzaine de personnes aurait passé 15 jours au moins à étudier les horaires des trains, à s'entraîner, à déposer les sacs. Le jour des attentats, le commando a utilisé cette camionnette pour transporter les explosifs vers la gare d'Alcalá de Henares, point de départ des trains visés. À l'intérieur des empreintes, celle de Jamel Zougam, principal suspect dans l'enquête. Le plus terrible attentat d'Espagne a peut-être été préparé dans cette petite bicoque. C'est la planque idéale. La maisonnette est à une trentaine de kilomètres seulement de la capitale et l'endroit est tranquille. Des empreintes, il y en avait aussi dans la maison et justement, elles appartiennent à Zougam. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche nous ramène en Espagne, 3 semaines après les attentats de Madrid, avec un nouvel épisode dans la lutte contre le terrorisme. Pour la première fois et en Europe, des hommes encerclés par les forces spéciales se sont fait sauter plutôt que de se rendre. Ces suspects ont été identifiés à l'heure qu'il est, 3 d'entre eux. Parmi eux figure le cerveau présumé des attentats du 11 mars. Un nuage de fumée et de poudre dans le ciel de Madrid et la panique à nouveau. L'assaut a débuté vers 18 h. Les forces spéciales espagnoles encerclent alors un immeuble. Ils savent que vivent ici plusieurs islamistes sans doute liés aux attentats du 11 mars, mais les terroristes les repèrent. Ils ne se rendront pas. Les Arabes étaient en train de crier à la fenêtre, ils avaient fermé les volets. Je ne sais pas ce qu'ils disaient. Ils criaient Allah, un cri très fort, très fort. Puis les islamistes tirent sur les policiers. La fusillade dure longtemps. Et au dernier moment, ils se font sauter avec leurs explosifs. C'est grâce à leur portable que ces hommes ont été repérés et empêchés de commettre d'autres attentats. Une accélération dans l'enquête avec, nous vous le disions, la mort de celui qui est considéré comme le cerveau des attentats de Madrid. Depuis jeudi, ces 6 hommes figurent parmi les plus recherchés au monde. Interpol a émis leur signalement auprès de 181 pays. Parmi eux, 2 au moins sont morts hier à Leganés. À gauche, le Marocain Abdenabi Kouja, alias Abdallah. L'autre, Serhan Faret, dit le Tunisien. Il serait la tête pensante des attentats du 11 mars à Madrid. Ce jour-là, un groupe terroriste dépose 10 bombes dans 4 trains. Bilan, 192 victimes. En guise de détonateur, un simple téléphone portable. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. Par satellite, les policiers ont ainsi pu localiser le lieu où il se cachait. Lutte contre le terrorisme. Une vaste opération a d'ailleurs été menée aujourd'hui dans plusieurs pays européens. Un homme considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Madrid a été arrêté en Italie, à Milan. Il s'agit de l'Égyptien Rabei Osman Sayed Ahmed. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui par l'Espagne. Actualité oblige, les médias ne reparleront plus des évolutions de l'enquête jusqu'à l'ouverture du procès 3 ans plus tard. Mais cette enquête a bien sûr continué pendant ces années, sous la direction du juge d'instruction Juan del Olmo. Examinons brièvement l'acte d'accusation, le document qui résume ces années d'instruction. Les 10 bombes étaient réparties dans 4 trains qui circulaient sur la même ligne en provenance de l'est de Madrid. Les bombes ont explosé quand ces 4 trains sont entrés dans Madrid.
dans la station Santa Eugenia, dans la station El Pozo, à 500 mètres de la gare d'Atocha et dans la gare d'Atocha. Et c'est une 11e bombe qui n'a pas explosé, qui a été la pièce centrale de l'enquête. Un étrange bagage abandonné dans cette gare d'El Pozo. Pourquoi étrange? Parce que ce n'est pas dans un train qu'il a été retrouvé. En effet, il semble que cette bombe ait échappé aux fouilles des démineurs, puis ait été entassée avec les objets abandonnés dans les trains. Ces objets ont ensuite été transportés à la morgue, pour aider à identifier les victimes. Sauf ceux d'El Pozo, qui ont abouti dans un commissariat. Et c'est là que vers 2 h du matin, soit 18 heures après l'attentat, des policiers se sont rendus compte de la présence de cette bombe. La bombe était composée de la manière suivante. Elle était dissimulée dans un sac de sport. Il contenait 10 kg d'explosifs de type Goma de Eco. 640 grammes de vis et de clous devaient faire office de mitraille. Et enfin, pour déclencher la bombe, un téléphone portable. Avec la carte SIM, qui a permis de remonter d'abord à Zougam, puis à l'appartement de Leganés. Mais ce n'est pas en recevant un appel que ce téléphone devait déclencher la bombe. C'est par sa fonction réveil. La bombe a d'abord permis de remonter à la téléboutique de Jamel Zougam. La carte SIM ne permet pas de prouver que c'est lui qui a confectionné la bombe, puisque n'importe qui peut l'avoir achetée dans son magasin. Par contre, le morceau de plastique retrouvé dans son magasin, et qui correspondrait à une brèche dans le téléphone de la bombe, prouverait que c'est lui qui l'a fabriqué. Mais surprise, cet indice décisif n'est mentionné nulle part dans l'acte d'accusation. En fait, ce morceau de plastique n'était qu'une rumeur relayée par les médias, sur foi de sources policières non précisées. Le juge d'instruction recueillera au final les témoignages de 4 rescapés, qui affirment avoir vu Zougam dans les trains. Côté logistique, les bombes ont été montées chez l'un des suspects, à Morata. Puis les 8 membres du commando se sont rendus en voiture à la gare d'Alcalá de Henares. Et là, pour des raisons inconnues, ils ont abandonné les véhicules sur le parking de la gare. Le second véhicule est une Skoda Fabia qui ne sera retrouvée qu'au bout de 3 mois, bien qu'elle ait été abandonnée à quelques mètres seulement de la camionnette. Quant aux empreintes de Zougam, contrairement à ce qui avait été répété dans les médias, elles ne figurent pas parmi les empreintes relevées dans la camionnette. Mais alors d'où est venue cette rumeur des empreintes de Zougam? Une fois de plus, on bute sur le terme vague de source policière, et impossible d'avoir plus de précision. Par la suite, les empreintes de la camionnette seront successivement attribuées à un avocat américain, ancien officier d'une unité de renseignement de l'armée, puis finalement à un islamiste algérien, disparu depuis en Irak. Et c'est le même cas de figure à Morata, où les empreintes de Zougam n'étaient également que des rumeurs. Passons aux autres membres du commando. Dans les ruines de l'appartement de Leganés, ce sont finalement les restes de 7 personnes qui vont être identifiées, correspondant quasiment avec la liste présentée alors dans les médias. Le chef de ce groupe était le Marocain Jamal Ahmidan, alias le Chinois. A noter que le juge d'instruction n'a pu mettre à jour aucun lien entre ce groupe et Jamal Zougam.
La police avait diffusé leurs photos depuis plusieurs jours, suite au témoignage du mineur qui leur avait fourni les explosifs, Javier Trasoras, dont l'acte d'accusation nous apprend qu'il est un indicateur. C'est un autre indique, Rafa Zouyer, qui l'avait mis en contact avec le Chinois. Les révélations de ces deux indiques ont été déterminantes pour connaître la nature de l'explosif, puisqu'il semble que les analyses chimiques aient rencontré quelques difficultés. En effet, pour les 4 trains, le rapport donne comme résultat le terme vague de composants de dynamite, sans préciser les composants qui ont été trouvés. Et il conclut qu'on ne peut pas déterminer le type de la dynamite. Le chef des démineurs avait même mis en doute que ce soit de la dynamite, en déclarant que le type de dégâts correspondait à des explosifs militaires, comme le C4. C'est donc d'après les déclarations des indiques, et aussi grâce à la bombe retrouvée intacte, qu'on a su que l'explosif était du Goma 2 Echo, et non du titadine comme on le croyait au départ. C'est également grâce aux indiques que la police a identifié la bande du Chinois. Reste à les localiser. Ce sera chose faite grâce à une nouvelle imprudence qu'ils ont commise. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. La police les localise donc dans cet appartement de Leganés. Mais quand les suspects s'aperçoivent que la police les encercle, des coups de feu éclatent. C'est alors que plusieurs proches des suspects se mettent en contact avec la police parce que ces suspects viennent de leur faire des appels d'adieu. Et au moment où une brigade de policiers d'élite va pénétrer dans l'appartement, c'est l'explosion. Des 8 membres du commando, Zougam est ainsi le seul survivant. Quant aux revendications, elles sont comme souvent à prendre avec des pincettes. C'est par un communiqué rendu public hier par un quotidien londonien qu'Al-Qaïda aurait revendiqué les attentats de Madrid. Pour certains experts, ce communiqué semble crédible. On voit toutes les précautions sémantiques employées pour présenter la revendication au journal londonien. Et malgré l'authentification de l'éditeur, qui a tout intérêt à attirer l'attention sur son journal, cette revendication ne sera jamais prise au sérieux par les enquêteurs. Pourquoi ? Parce que ce prétendu groupe islamiste revendique tout et n'importe quoi. Par exemple les pannes électriques provoquées par les intempéries. Et enfin, l'acte d'accusation nous explique pourquoi Rabeh Osman, un Égyptien résidant en Italie, a été arrêté. La police italienne a intercepté une conversation téléphonique dans laquelle il dit « Écoute-moi Yahya, fais bien attention et ne parle pas. Toute l'opération de Madrid était de moi. » Le fil de l'opération de Madrid était de moi. Tu comprends ? Les trains. C'est sur la base de cette enquête du juge d'instruction que le procès va s'ouvrir en février 2007. Un jour attendu de tous, c'est ainsi que la radio publique espagnole a annoncé l'ouverture du procès des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. 29 accusés, 18 placés derrière une vitre par balle, 11 autres comparaissent libres, une majorité de Marocains, 9 Espagnols.
Premier appelé à la barre, Rabey Osman, dit Mohamed l'Égyptien, un des 4 cerveaux présumés. Il s'exprime en arabe et accepte finalement de répondre, mais uniquement aux questions de son avocat. Monsieur le Président, je n'ai jamais eu aucune relation avec les événements de Madrid. Je condamne fermement et sans condition les attentats, y compris ceux de Londres et de New York. Parmi les familles de victimes qui ont assisté à cette première journée, ce couple de Français venus de Pau. Leur fille Marion, 30 ans, est la seule victime française décédée dans ces attentats. Son père craque. Après l'audition de ce premier cerveau présumé qui nie tout en bloc, le procès se poursuivra demain avec la diffusion des écoutes téléphoniques qui l'accusent. Mais France 2 ne couvrira ni l'audience du lendemain, ni aucune audience tout au long des 5 mois du procès. Et en fait, aucun média français n'a couvert les débats qui ont eu lieu dans ce tribunal. Pour voir cette audience concernant ces écoutes téléphoniques, on doit donc se reporter à Internet, et notamment au compte de l'association de victimes. ¿Ustedes pueden acreditar que las transcripciones que se han realizado son fiel reflejo de lo que se escucha en esas conversaciones? Pues no, en absoluto. Hemos encontrado palabras, oraciones, enunciados en la transcripción italiana que realmente no coincide con el contenido de las grabaciones. Que dice el interlocutor que achacan a Rabey, el hilo de la operación de Madrid fue mío, ¿entiendes? ¿Esa frase la han escuchado ustedes? Nosotros no la hemos escuchado en absoluto. Yo creo que ha habido un poco de ligereza y de poca responsabilidad, lo digo sinceramente, para crear o dar un amueblamiento de un subcontexto que realmente no existía. Mais si les phrases qui accusaient Rabey Osman ont été inventées, alors plus rien ne prouve sa culpabilité. Un tel coup de théâtre aurait assurément mérité que France 2 lui consacre ne serait-ce qu'une brève. Mais on a vu qu'elle n'a pas couvert une seule audience de ce procès fleuve qui a duré 6 mois. Voyons donc une sélection des audiences les plus importantes, celles où ont comparu les principaux enquêteurs et les témoins clés. La pièce centrale de l'enquête est la bombe cachée dans un bagage qui a été découverte dans un commissariat. C'est la carte SIM qu'elle contenait qui a permis de remonter à la fois à la bande du Chinois et à Jamal Zougam, qui aurait utilisé du matériel de son propre magasin. Mais en dehors du fait qu'elle a été amenée au commissariat et non à la morgue, une deuxième question se pose. Comment se fait-il que les démineurs n'aient pas découvert cette bombe quand elle était encore dans les trains? Pour leur sécurité, la plupart des témoins qui viennent déclarer au tribunal n'apparaissent pas dans le champ de l'enregistrement vidéo. On entend seulement leur voix. Si se inspeccionaron y se verificaron los trenes de arriba abajo, o sea, de cola a cabeza y viceversa, ¿cómo puede explicarse que llegara la mochila a la comisaría de Vallecas? Yo no puedo explicárselo, puede explicármelo usted, porque yo tampoco puedo explicárselo. Lo que sí estoy totalmente convencido de que después de la revisión de los teras que trabajaron allí, no había ni una sola mochila que contuviese un artefacto explosivo, y eso se lo puedo asegurar, porque lo hicieron y me consta
concienzudamente. Es más, le dije 2 veces y cuando hablé con ellos me dijeron que no, que le habían hecho 4. O sea. Dans le doute que cette bombe provienne des trains, peut-on au moins savoir si elle est passée par les véhicules empruntés par le commando? La fouille de la camionnette a permis de retrouver une cassette du Coran et des détonateurs, mais pas de traces d'explosifs. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado inmediatamente, pues quedan residuos del explosivo y el perro lo había detectado. Que si esa cantidad introducida dentro de una bolsa de plástico de basura cerrada, introducida a la vez dentro de una mochila bien cerrada a las cremalleras, podía haber sido detectada o podría haber fallado el perro en su detección. Hombre, si hay bastante cantidad, como dice usted, y eso, pues es fácil que el animal lo detecte, porque siempre queda la manipulación de la bolsa de esto y quedan restos. Pero podría ser que no, en algún momento. Si hay tanta cantidad, sí le digo. Laissons de côté la question de la provenance de cette bombe. Et voyons ce qui s'est passé après sa découverte. En premier lieu, sa neutralisation. ¿Por qué no funcionó el artefacto? ¿Por qué no funcionó el artefacto? Gracias. Bueno, pues desde mi punto de vista había un error incomprensible. Desde mi punto de vista no funcionó porque los cables, los empalmes practicados en los cables no estaban encintados, no llevaban cinta aislante. No cuadra la concepción del teléfono móvil porque aunque es sencilla, es muy ingeniosa. Y no cuadra con el empalmado de los cables. La pequeña chapuza, entre comillas, de no encintar los cables, ¿no? Porque no es lógico. En plus des démineurs, la police scientifique était également présente lors de la neutralisation de la bombe. Ha aparecido pues una mochila con explosivos en la comisaría del Puente de Vallecas y que allí haré contactos, me están esperando para... Es muy urgente la gestión y necesitan un reportaje fotográfico, vamos, la gestión es nuestra. Pero antes de irnos, el comisario general de Seguridad Ciudadana me dice, deme usted el carrete de la cámara de fotos, entréguesela usted a los artificieros para que el revelado de las fotos sea más urgente. Vamos a ver, ese carrete o el revelado del carrete y los negativos de ese carrete, ¿le son entregados a usted o a su brigada en algún momento posterior? No, el carrete desaparece. El carrete desaparece. Es más, no tengo conocimiento del destino del carrete y por las preguntas que he hecho, nunca se han hecho esas fotos. O sea, no... Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Usted llega en algún momento determinado a ver las fotos o sabe...? No, jamás le he preguntado por ellas, nunca me han dicho que eso no existía. Le han dicho que eso no existía, ¿no? No existía el carrete de fotos y no hay fotos. Bien. Mais alors, d'où viennent les photos qui ont été diffusées dans les médias? Personne n'a jamais expliqué qui les a prises, ni pourquoi elles sont apparues non pas en Espagne, mais sur la chaîne américaine ABC. Ce n'est pas seulement l'origine de ces photos qui a posé question, mais également leur contenu. L'une d'elles montre une quantité importante de vis et de clous qui devaient agir comme de la mitraille. Ce point n'a pas été discuté pendant le procès, mais la médecin légiste en chef l'a abordé peu de temps après dans les médias. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Cette différence avec les bombes qui ont explosé
renforce définitivement l'impression qu'on a affaire à un étrange bagage. Cette bombe apparue par miracle dans un commissariat est-elle une preuve fabriquée? Qui n'aurait finalement pas plus de réalité que le morceau de plastique et les empreintes de Zougam? C'est en tout cas l'avis du journaliste qu'on vient de voir, Luis Del Pino. Ce journaliste est l'auteur d'un blog très fourni sur l'attentat de Madrid, ainsi que de plusieurs livres et documentaires, tous antérieurs au procès. Sa thèse est que le parti socialiste de Zapatero aurait organisé l'attentat, éventuellement avec la complicité de l'ETA, pour tendre un piège à Aznar à quelques jours des élections, et prendre le pouvoir. En cela, Luis Del Pino est représentatif d'un secteur ultra-conservateur de la droite espagnole, qui pense par exemple que le déclenchement de la guerre civile n'est pas dû à Franco, mais au camp républicain, ou officier déjà des socialistes. Ce positionnement politique explique que son travail de critique de l'enquête sur l'attentat soit complètement inaudible pour une grande partie des Espagnols. Julio Anguita, ancien leader d'Izquierda Unida, l'équivalent du Front de gauche, est de ceux qui acceptent le débat avec leurs adversaires politiques, et il est intervenu dans l'émission de radio de Luis Del Pino. En julio de 2007 hizo usted unas declaraciones en pleno juicio del 11M diciendo que la verdad del 11M se llegaría a saber, pero que será con mucho retraso. ¿Qué fue el 11M? ¿Qué cree don Julio Anguita que pasó el 11M? Que aquí hay un debate que divide a muchos españoles y medios de comunicación sobre si la tesis era ETA o era, diríamos, fundamentalismo árabe. Yo creo que todavía algún día saldrán informaciones, sin posicionarme, repito, en una tesis o la otra. No participo de ninguna de las dos. ¿Y de alguna otra tesis alternativa a esas dos? No lo sé, no lo sé, pero confieso que lo veo tan oscuro como otras cuestiones. ¿Por qué? Porque otra vez estamos con implicaciones fuera de España, de alta política. Devant les doutes sur la camionnette et le sac, éléments qui sont apparus loin des foyers d'explosion, recentrons-nous sur les trains, et d'abord sur la question de l'explosif utilisé. Dijo usted en su primera declaración que usted puso en conocimiento de la policía lo que vio en el maletero del chino 3 o 4 días después del atentado. ¿Esto es cierto? No. ¿No lo ratifica? No. Ya le digo que fue por lo que me mandaron decir, porque me dijeron que era testigo protegido y el juez del Olmo, astutamente, porque se puede decir que astutamente, me dijo que estaba protegido bajo la ley vigente en España, la protección mía y de mi mujer. Ni mi mujer ni yo estuvimos protegidos, ni lo estamos. Y entonces declaré lo que me mandó el CNI y la comisaría. ¿El CNI? ¿Quién es el CNI? El agente del CNI que fue a Avilés. ¿Usted tenía la más mínima idea de que Hamad Admirán perteneciera a un grupo terrorista o islamista o como quiera llamársele? Yo ya he explicado que Hamad Admirán es una persona totalmente occidental, totalmente. Tiene su forma de vivir occidental, para nada tiene que ver nada con el Islam, y que, vamos, jamás me he sospechado que tuviera nada que ver con el Islam. Bueno, yo jamás lo he visto rezar, ni he sabido que iba a mezquitas, ni nada.
su primera declaración responde a lo que usted dice que le mandó la policía decir. ¿Es así? Sí. ¿Qué le mandó la policía decir? Pues que implicara a los moros, que implicara a Yamal Fugán, que implicara a los moros que yo hubiera visto la dinamita, que lo único que les interesaba era los moros, que yo no les interesaba para nada. Me dijeron, tú trabajas para nosotros, eres de los nuestros, no te preocupes, y todo ese rollo que te sueltan cada vez que les interesa a ellos algo. Mais s'il a tout inventé, comment peut-on savoir si l'explosif était du goma de Eco? On a vu que le rapport des analyses chimiques ne mentionne pas les composants qui ont été trouvés et qu'il affirme qu'on ne peut pas déterminer le type de dynamite. Cette imprécision est-elle due au fait que les analyses n'ont pas été confiées à la police scientifique, comme le veut la procédure, mais aux démineurs? Les explications de l'auteur des analyses, la chef du laboratoire des démineurs, étaient donc très attendues. ¿Y cómo se detectan los componentes orgánicos? Se hace lo que se llama una extracción acuosa, que es mediante disolución. Entonces, esas disoluciones se emplean en la analítica que se realiza. Se quiere decir que se agotan ahí, desaparecen, no Efectivamente, guardan una muestra para un contraanálisis, para un análisis. No, de eso no. ¿Recuerda usted qué componentes de dinamita se detectan? Sí, en inorgánicos, nitritos, nitratos y amonio, con lo cual la lectura es nitrato amónico, y en orgánicos nitroglicol. Ha manifestado usted que los componentes genéricos de dinamita que encontró en los focos son nitrato de amonio y nitroglicol. ¿Por qué ha esperado hasta hoy para concretarlo y en estos 3 años se refería únicamente a componentes genéricos de dinamita? Incluyo aquí su declaración de hace aproximadamente un año en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Perdone, a mí me hablaron de qué componentes había y digo, estuvimos hablando sin que me dijeran, detálleme cuáles son los que desarrollan ustedes en análisis. A mí eso nunca se me produjo. Estuvimos hablando de los componentes que desaparecían, de otros que no estaban, y de que yo no recuerdo que se me dijera en ningún caso en estos 4 años que escribieran los componentes. Affirmation incroyable quand on voit à quel point la controverse sur ces composants a occupé la une de la presse espagnole. Et impossible de refaire des analyses pour dissiper les doutes, puisque d'une part la chef du laboratoire a déclaré ne pas avoir conservé d'échantillons, et d'autre part parce que les trains ont été détruits 2 jours seulement après l'attentat, comme le déplorera le tribunal. Ce sont les doutes sur l'explosif qui ont provoqué le plus de polémiques dans les médias, sous l'impulsion d'El Mundo, le 2e quotidien en Espagne. C'est l'un de ses journalistes, Fernando Mujica, qui avait le premier remis en cause l'enquête sur l'attentat. Mais son point de vue sur ces véritables auteurs diffère de celui de Luis del Pino. Yo siempre pensé, el que el que ideó los atentados, ideó la trama de enmascaramiento posterior. Ahora no lo creo en absoluto. Yo creo que una cosa son los atentados y otra cosa es toda la versión oficial y la trama de enmascaramiento. Yo no creo que ningún policía, ningún miembro del CNI, ningún político, ni del Partido Socialista, ni del PP, esté implicado en los atentados. No lo creo con toda sinceridad. Ainsi, selon lui, il faut bien distinguer 2 choses. D'un côté l'attentat, et de l'autre l'opération de déviation de l'enquête sur une fausse piste. Et le fait que des policiers, juges ou politiciens aient mis l'enquête sur cette fausse piste ne signifie pas que c'est eux qui ont commis l'attentat. Fernando Mujica et Luis del Pino se sont retrouvés dans l'émission de ce dernier pour confronter leurs hypothèses sur les tenants et aboutissants de l'attentat.
A mí me gustaría preguntarle a Fernando, bueno, que concretara un poco más. Estamos hablando de servicios secretos, lógicamente, de fuera de España, y en el caso de Luis piensa que son servicios secretos de dentro de España. Entonces, un poco que cada uno profundizara para que la gente se haga la idea de cómo puede ser posible eso. La gente conoce la CIA, la DIA, la DEA, el FBI y la NSA. 5. Hay 1.750 agentes de inteligencia en Estados Unidos. Entonces, bueno, conocemos 5, pues nos faltan 1.600... no 1.745 nos faltarían. Bien, hay una cosa que la gente se está preguntando que me parece esencial, y es, ¿cómo es posible que no fuera para cambiar el voto si sucedió, no? En realidad, es que el gobierno no lo pudo hacer peor. Es decir, el voto no se cambió por el atentado, se cambió por la torpeza del gobierno y por la habilidad del contrario, pero no por el atentado. Y yo creo que el atentado es un atentado externo a España, por completo. O sea, de inspiración geoestratégica. Geoestratégica. Utilizar a los islamistas para una conflagración mundial ideológica, que es lo que fue el 11S, y después el 11M. Era el año de elecciones en Estados Unidos, es evidente. Y entonces esto le venía al pelo. 11S, 11M. ¿Crees que la gente, después de dar de comer la papilla a su niño pequeño, de que le van a despedir de su empresa, de que no ha conseguido que calle su niña de 15 años que está gritando que quiere otro iPod más y que se le ha roto una uña, va a estar pensando si el 11S y el 11M en Wisconsin, por ejemplo, es diferente? La gente se queda con números, con palabras, con pequeños datos. La gente no lee nada. Yo tengo compañeros de mi periódico importantes y amigos que no han leído ni el 1% de lo que yo he publicado del 11M. Lo noto por sus preguntas. Cuando me dicen, oye, pero esto, ¿y tú no podrías explicar? Tú no los has leído. Dicen, no, yo no lo he leído, era demasiado largo. La gente no lee nada, ni sabe nada. ¿Sabes por qué se llama el chino, el tunecino? Porque suena a la gente. Nadie se queda con Ali Lanrabet, no, se queda con el chino y el tunecino. ¿Y sabes por qué no se llama el argelino? Porque era la Mari, la palabra más castiza en España, la Mari. Por eso no se llama el argelino, si no le hubieran llamado el argelino. Pero es que para colmo el chino no era el chino, como todo el mundo sabe, porque nadie le llamaba el chino, le llamaban Mowgli. Entonces, esos son inventos de los que saben muchísimo de comunicación y de los que saben que la gente se va a quedar con dos palabras: el chino, la dinamita, el minero. La mentira ha colado. Los que nos hemos dedicado a esto hemos quedado como auténticos gilipollas, ¿vale? Bueno, me lanzaba Sandra una pregunta, pero lo siento mucho, no voy a responder a esa pregunta. Él cree en la hipótesis de servicios secretos externos, yo creo que fue algo 100% nacional, pero tenemos a Fernando. Venga, vale. Para exprimirle aquí, yo tengo toda la vida para explicar mis teorías. Si eso es así, entonces es de suponer que toda la campaña de manipulación de pruebas posterior al 11M no tiene nada que ver con los verdaderos autores, sino que es ejecutada por otras personas y forzosamente tuvo que ser improvisada. En mi opinión, toda la manipulación del 11M, que está desde las, 11 de la mañana del día 11, precisamente, a mí me parece que es un producto improvisado. ¿Por qué digo que la improvisan? Porque es imposible hacerla tan mal. Es decir, si no se fuera improvisada, entonces la furgoneta tendría huellas de los que ellos quieren que las tengan. Es decir, en una mochila que hay tornillos y clavos. Todo es una chapuza detrás de otra. Si en realidad toda la teoría es que viene de fuera, aunque no te guste decirlo así, pero que es un ataque islamista, que falso ataque islamista. Un falso ataque islamista, pero que no tiene nada que ver con nuestros servicios secretos ni con ETA. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar el gobierno? El gobierno actual y el anterior, el PSOE y el PP, han fabricado esta mentira. Estamos hablando de un asunto de Estado. ¿El Estado se va a meter ahora con otro Estado a pedirle explicaciones? Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. ¿Qué pasó en Leganés, don Fernando? Pues que los reunieron allí y adiós, buenas tardes. Eso es lo que pienso. Pero estaban muertos ya antes de la explosión. No tengo ni idea si estaban muertos, si estaban vivos, si quiénes estaban, no estaban, no tengo ni idea. Pero eso es un cierre de archivo, que así se llama en el argot de inteligencia y punto final.
Este es el cadáver 616, señor. Que le falta parte del cráneo, desde luego hay, además está totalmente perdida la referencia anatómica con la columna vertebral. Cadáver 617, por favor. Aclare, por favor, una vez más eso. ¿Hacen ustedes una autopsia? Hemos hecho el examen que corresponde a restos, a cadáveres incompletos y muy fragmentados como de los que hemos dispuesto. Les corps des suspects ont-ils oui ou non été autopsiés? Les médecins légistes sont restés évasifs sur la question. Carmen Baladilla, la légiste qui avait pour sa part dirigé les autopsies du 11 mars, donne son explication. Lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias, se hicieron estudios complementarios. Las autopsias, hay un protocolo de actuación, a ver cómo estaban esos pulmones, a ver cómo estaban esas mucosas, si habían respirado humo, si con esa energía térmica que se desprende en una explosión había quemaduras, etcétera, etcétera. Eso no existe. No se hicieron esas autopsias. Lo que existen son una serie de datos complementarios. Y efectivamente, 2 años después, el ilustrísimo señor magistrado don Juan del Olmo solicitó que los informes de autopsia, que se hicieran las autopsias. Pero ya no se podían realizar, ya no se pueden hacer porque... Reprenons cet épisode au départ. Personne n'a vu l'intérieur de l'appartement puisque les volets étaient fermés. Et c'est grâce aux appels d'adieu passés par les suspects que la police a su qu'ils étaient à l'intérieur. ¿Se puso en contacto por teléfono con usted o usted con él? Él me llamó y me ha dicho que va a ver a Dios, que está toda la policía alrededor de él, le cooperó y va a ver a Dios. Y la voz que tenía, ni siquiera le conocía yo, me decía que era, yo soy tu hermano, digo, ¿quién es? Primero me dijo, soy Abdullah. Dije, ¿quién es Abdullah? Porque... Y luego soy tu hermano. Mire, usted dice que cuando su hermano habla con usted, sí, le comenta que está... le habla como persona desesperada, ¿no es así? La última llamada es que yo, la voz que tenía, o sea, que tenía duda como no se fuera mi hermano. La seule autre personne venue témoigner de ces appels d'adieu est la veuve de Jamal Ahmidan, dit le Chinois. Peu de temps auparavant, son récit de cet appel avait fait la une du plus grand quotidien espagnol. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? El No. día de la explosión de Leganés. No. ¿No recuerda usted haber declarado algo a un medio de comunicación en ese sentido? No lo recuerdo. Los medios de comunicación, estoy harto de repetirlo, no son fuente de prueba. Gracias, señor presidente. Le juge a exclu du débat l'interview où elle avait inventé cet appel d'adieu, et on ne saura jamais les raisons de ces affabulations. En primer momento, pues lo que más impresionó fueron los restos humanos que había esparcidos por la zona del jardín y de la piscina. Y uno de los suicidas tenía el pantalón de al revés. Nos dio la impresión en ese momento que parecía que tenía puesto de al revés el pantalón, no de atrás para adelante, sino de al revés. La explosión, como afectó a varios pisos, no podíamos precisar con exactitud de dónde venían algunas de las prendas, por ejemplo, ¿no? ¿Encontraron algún tipo de documentación sobre ETA? ¿Algún tipo de documentación sobre ETA? Bueno, apareció en el piso de al lado, vivía un compañero y aparecieron restos de la documentación de ese compañero. La police n'a jamais été très loin du commando, puisque Louise Delpino, qui a pu avoir accès au dossier d'instruction, a révélé qu'elle avait surveillé plusieurs de ses membres pendant plus d'1 an.
Planques et filatures se sont succédés plusieurs fois par semaine, mais elles ont été brusquement interrompues 3 semaines avant l'attentat. De faux appels d'adieu, un policier dans l'appartement voisin, des corps non autopsiés. On se demande s'il y a quelque chose d'authentique dans cet épisode. Reste que lors de l'assaut de l'appartement, un policier a bel et bien été tué. Sous couvert d'anonymat, un membre de cette brigade d'élite, le GEO, s'était alors exprimé sur la station de radio la plus écoutée d'Espagne. Los jefes del GEO no decidieron entrar. Los jefes del GEO propusieron otras alternativas. Había que esperar. Y alguien decidió que entrásemos, que no se podía dilatar. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es el que nos mandó allí sin ser el profesional del Grupo Especial de Operaciones? Teniendo la opinión de uno de los jefes que se debería traer un traductor, se debería de esperar y dilatar el tiempo, cansarles, utilizar el gas, utilizar cualquier otra cosa hasta que se entreguen o que hagan lo que tengan que hacer, pero sin estar nadie alrededor. Fue una locura, nos llaman héroes, no somos héroes, somos casi, se podría decir, hasta tontos. Por ir a donde fuimos. Le groupe du Chinois et Jamal Zougam sont-ils vraiment les auteurs des attentats? Mais si ce n'était pas le cas, alors qui les aurait commis? Épineuse question sur laquelle on est réduit à formuler des hypothèses. On se concentrera plutôt sur les certitudes que le procès peut nous apporter, et on laissera donc de côté ces hypothèses. Gageons cependant que pas plus qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, il ne s'agit d'un complot juif. Ni d'ailleurs d'un complot rouge, comme aimerait le penser une partie de la droite espagnole. Vi a una persona en concreto que estaba metiendo una mochila, no una mochila, sino una bolsa de deporte debajo del asiento de adelante. ¿Usted dónde se sentó en ese tren? En la segunda planta. Porque ha dicho hoy, ha venido usted aquí hoy, ha dicho primer piso, y no piso bajo, como dijo instantáneamente, y ha venido ratificando desde aquel momento. Entonces coincidirá conmigo que en aquel momento tenía usted la memoria más fresca que hoy. Puede ser. La bombe a bien explosé à l'étage, et ce témoin a modifié son récit à l'occasion du procès pour le faire correspondre avec la réalité. On se demande bien pourquoi il n'avait pas été écarté pendant l'instruction. L'acte d'accusation donne peu de renseignements sur les 3 autres témoins, notamment sur la date à laquelle ils ont identifié Zougam. On n'en saura pas plus concernant le premier d'entre eux, puisque quelque temps avant le procès, cette personne a curieusement quitté l'Espagne pour rentrer dans son pays d'origine, la Roumanie. Les 2 témoins restants sont également 2 travailleuses roumaines, qui se rendaient au travail ensemble ce jour-là. ¿Qué es lo que vio exactamente? Pasó un chico con una mochila azul, me tocó el hombro derecho
y pasó en vagón abría la puerta y pasó un vagón en mi frente. Yo le miro la cara a ver qué pasa, que no pide perdón, que nada, que pasa como un loco. ¿Cuándo es la primera ocasión en la que usted presta declaración? ¿El 1 de abril de 2004? Sí. C'est cette date qui est le point important de l'audience. Cette témoin a identifié Zougam 3 semaines après l'attentat. Délai beaucoup trop long pour qu'on puisse considérer cette identification comme fiable. Surtout si la personne qui l'a bousculé s'est éloignée à toute vitesse et qu'on ajoute que le témoin a probablement vu la photo de Zougam dans les médias pendant ces 3 semaines. ¿Qué es lo que vio? Un chico que ha venido con una mochila y dándole un golpe a la compañera. ¿Usted reconoció a esta persona también en 2 reconocimientos en rueda? Sí. ¿En el juzgado? Sí. Una en abril de 2005 y otra en marzo de 2006. Sí. Un témoignage aussi tardif devrait en tout cas être considéré sans valeur. D'autant plus qu'il a été soumis à l'influence de son ami et à celle des médias. Pour se rendre compte du pouvoir d'influence que les médias ont exercé en diffusant la photo de Jamal Zougam, voyons 2 autres témoins. Ces 2 témoins avaient reconnu pendant l'instruction des suspects autres que Zougam. El 1 y el 2. En la declaración de este señor del folio 12.973 solo reconoce la fotografía 1. Es que no veo las fotos, no. El número 2. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Por qué motivo reconoció usted al número 6? Probablemente porque estaba nerviosa. Au final, tous les témoignages contre Jamal Zougam sont irrecevables. Et en réalité, personne n'a vu les membres du soi-disant commando dans les trains. Ni Jamal Zougam, ni les 7 autres. En résumé, rien de tangible n'est sorti de ce procès. Et il semble que la justice se soit empêtrée dans une fausse piste. Aucune émotion sur le visage de ces 2 Marocains. Chacun vient pourtant d'écoper de 40 000 ans de prison, peine cumulée pour les victimes et pour être les poseurs de bombes. Peine théorique traduite en 40 ans de réclusion. Sur les 28 accusés, 21 sont reconnus coupables. Parmi les acquittés pour manque de preuves, une surprise, celui qu'on appelle Mohamed l'Égyptien, considéré comme un des cerveaux des attentats. Le procès a duré 8 mois et demi. Une longue et nouvelle épreuve qui s'achève pour les victimes et leurs familles. Quant aux peines, elles les trouvent parfois trop légères. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans, et je pense que certains seront libres dans 2 mois. Après le choc et le mal qu'ils ont fait aux gens, leur vie continue. La justice devrait changer. Les accusés, escortés par un lourd dispositif policier, ont regagné leur cellule de la prison de haute sécurité dans la banlieue de Madrid. Incroyable. Ainsi, mis à part le cas de Rabay Osman, les pièces présentées à charge ont été validées par le tribunal, malgré toutes les incohérences qu'on a vues. Voyons le verdict plus en détail. Concernant Zougam, le tribunal a considéré comme valide la bombe non explosée, ainsi que 2 témoignages contre lui. Les événements de Leganés ne sont pas remis en question, et les 7 disparus sont reconnus comme étant les autres poseurs de bombes. Contrairement à ce qu'a dit France 2, ce prévenu est lourdement condamné pour avoir transporté des explosifs, et non pas pour avoir posé des bombes.
Précisons aussi que la plupart des 21 condamnés ne sont pas reconnus coupables d'avoir joué un rôle dans l'attentat, mais d'appartenir à des organisations djihadistes ou de trafic d'explosifs, de drogue ou de faux papiers. France 2 ne le mentionne pas, mais l'Espagnol Trasoras est lui aussi condamné à 40 000 ans de prison, étant jugé coupable de la fourniture de Goma 2 Eco. Et le verdict entérine l'utilisation de la Kangoo pour transporter cet explosif. Ainsi, le tribunal n'a reconnu la nullité des charges que sur deux aspects secondaires de l'affaire. Le second véhicule et le cerveau, Rabay Osman, dont il reconnaît que les écoutes téléphoniques étaient falsifiées. Voici donc ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Mais difficile d'y souscrire après avoir vu le contenu des audiences. En fait, il semble qu'on nage en pleine erreur judiciaire. Ce n'est pas seulement France 2, mais l'ensemble des médias français, écrits et audiovisuels, qui a fermé les yeux sur tous les coups de théâtre qu'on a vus pendant le procès et sur l'injustice du verdict. Quant au seul livre disponible en français sur le sujet, il est paradoxal. Écrit par Jean Chalvidan, un spécialiste d'ETA que France 2 avait interviewé le jour de l'attentat, il liste une quinzaine de contradictions, mais valide néanmoins la piste islamiste. Accumulation invraisemblable de traces menant à la piste islamiste. Un téléphone conduisant directement à une boutique. Ils auraient voulu être arrêtés qu'ils ne s'y seraient pas pris autrement. Il est évident que la façon dont a été mené l'assaut va à l'encontre de tout ce qui est appris dans les écoles de police. On est en droit de se demander si à la manipulation politique ne s'en est pas ajoutée une autre, encore plus machiavélique. Mais l'auteur conclut que ces contradictions ne sont rien devant des preuves matérielles qu'il juge solides. Et malheureusement, il ne reviendra pas sur cette conclusion quand il s'avérera que les empreintes de Zougam ou le morceau de plastique n'étaient que des rumeurs. Les avocats de Jamal Zougam ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Cette cour de justice ne rend pas toujours publiques les décisions qu'elle rend. Mais on peut obtenir quelques informations en s'y présentant, puisque des interphones installés à l'entrée permettent de communiquer avec des juristes. L'affaire irrecevable. Je ne peux pas vous donner la motif exact. Par contre, voilà, je peux vous dire que la Cour, avant de rentrer dans l'examen, vérifie les conditions de solvabilité qui sont énumérées aux articles 34 et 35 de la Constitution. Par exemple, ça peut être si concurrent n'a pas écrit les lois de concours interne, n'a pas respecté après la dernière décision interne définitive, enfin voilà, une série de conditions, et si ces conditions sont remplies, la Cour examine le fond, et si elles ne sont pas remplies, la Cour déclare la requête irrecevable. Me han sentado en juicio por un atentado que no tengo nada que ver, pudiera ser que ha sido por venganza o por otra cosa, no lo sé. Todavía no sé por qué estoy en este juicio. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Jamal Zougam est emprisonné. Cuando llegué a casa, cené, charlé, hablé un poco con mi madre y dormí. Y hasta el día siguiente, que era el día 11. Mi madre fue a hablar
con el señor instructor. El señor instructor, mi madre le dijo, mira, si hay algo de lo que estoy seguro es que mi hijo ha dormido en casa y se levantó a las 10 de la mañana y yo le preparé el desayuno. Entonces el señor instructor le dicho, ya lo sé, yo sé que Jamal ha dormido en casa, le dijo, vaya usted a casa y pida la libertad.